Elle est trop J'aime pas comment on fait, ouais. Oh, Ça, franchement, welcome to the Apéro Talk. Hola les girls! Hello. C'est quoi le thème aujourd'hui? C'est Only White Only or? Finally. Yes, Only White, ouais. Attends, blanc, on aime bien le blanc. Oui, de toute façon, les caps, soirée white. Dans le thème là. Dans le thème. Big up à tous les capos. Mais là, c'est pas soirée caps. Là, c'est apéro talk caps. Et les gens comme moi qui sont pas caps, c'est Les trop Guyanais, bien. on s'en fiche. Non, on accueille bien, on accueille à la Capverdienne. Allez, c'est parti. Plus sérieusement, la vidéo du jour portera sur la location longue durée vs la location courte durée, plus précisément en Airbnb. Il faut savoir qu'il y a plusieurs types de location. Vous avez la location nue, vous avez la location meublée et vous avez la location touristique. Aujourd'hui, on parlera surtout de la location meublée avec Audrey qui va tout nous présenter et la location Airbnb. C'est ça. Voilà, c'est parti. On y va. On va parler de location courte durée et longue durée. Je vous laisse m'expliquer ce que c'est. Oui, Audrey va très bien nous expliquer ça. Pas de souci. Alors déjà, la location nue, bon, je vais pas revenir dessus. Mais globalement, c'est quand on met son bien en location avec uniquement les murs. Et la personne, en fait, arrive avec ses affaires et puis elle meuble son appartement. Et la location meublée, en fait, lorsque le locataire intègre les lieux, donc que ce soit une maison, un appartement, peu importe le type de bien, il faut qu'il puisse arriver et y vivre sans avoir à apporter d'affaires. Donc le gros mobilier doit être présent, donc il faut qu'il y ait le lit, il faut qu'il y ait le canapé, la table basse, il faut également qu'il y ait tout ce qui est literie, les couverts, les assiettes, les verres. En fait, il faut vraiment que l'appartement soit comblé de A à Z pour que quelqu'un puisse y vivre. Donc c'est-à-dire même la machine à laver, etc. Bien sûr. Il me semble qu'il y a une liste. Il y a une liste, c'est ça, qui est disponible sur le site du gouvernement. Et dessus, vous retrouvez vraiment tous les indispensables, en fait, qui doivent être présents dans le bien pour être répertoriés comme bien meublés auprès des impôts. Ok. Un logement meublé doit obligatoirement comporter au minimum les meubles suivants. Literie avec couette ou couverture, volets ou rideaux dans les chambres, plaque de cuisson, four ou four à micro-ondes, réfrigérateur, congélateur ou compartiment à congélation du réfrigérateur, vaisselle en nombre suffisant pour que les occupants puissent prendre leur repas, ustensiles de cuisine, table, sièges, étagères de rangement, luminaires et matériel d'entretien ménager adapté aux caractéristiques du logement. Mais moi, j'ai une question. Pourquoi tu as fait du meublé plutôt que du nu? Parce que je suppose que c'est un budget supplémentaire. Alors oui, c'est vrai que c'est un budget supplémentaire parce que forcément, il faut prévoir dans ses coûts le fait d'acheter le mobilier, l'ameublement. Moi, je l'ai fait pour plusieurs raisons. La première raison, très honnêtement, elle est fiscale. En fait, il faut savoir que quand vous avez un bien meublé, vous pouvez défiscaliser un certain nombre de choses. Donc déjà, le coût des meubles, vous pouvez défiscaliser. Vous avez un abattement, donc sur vos impôts, qui est de 50%. Oui, qui me semble qu'il est plus important que Que sur sur la du nu. location nue. Exactement. Ok. Après, attention, il y a également le frais réel. Bon, ceux qui passent au frais réel peuvent déduire, ça peut être plus important, c'est des calculs à faire. Mais si on part sur du micro-foncier, on ne va pas rentrer dans les détails, mais il y a On fera une longue vidéo sur ça. Voilà. Et vous avez 50% d'abattement. Donc déjà, pour du point de vue fiscal, c'était arrangeant. Et puis il y a aussi le fait que j'ai précisé dans l'ancienne vidéo que moi, ma situation avait changé. D'accord. Donc je suis allée vivre avec le père de mon fils. Je ne vais pas dire conjoint, on m'a dit que conjoint, j'étais mariée. Je ne suis pas mariée, je ne sais pas comment. Coup de pression brun. Pression, monsieur, bientôt. Wow. Non, donc voilà, je suis allée vivre avec donc mon conjoint actuel. Et du coup, j'avais pas besoin d'acheter de nouveaux meubles parce que son appartement était déjà meublé. D'accord. Donc c'était plus simple pour moi de laisser mon appartement en meublé plutôt que de tout revendre ou de partir avec des meubles, les mettre dans un box. Donc c'était aussi une facilité. J'ai laissé mon appartement très meublé, faut savoir. Moi, j'ai tout laissé. J'ai laissé une télé, une machine à laver, une télé, carrément. Télé. En fait, ton locataire est venu, a posé ses affaires. Elle était aux petits oignons. Il y avait le lave-vaisselle. Ça coûte cher une télé en plus. Tout cher. Hein. Ouais. Donc franchement, j'ai tout laissé. Après, voilà, en termes d'avantages. Pourquoi j'ai fait du meublé, c'est surtout pour ça. Ouais, d'accord. Parfait, ok. Et ça t'a coûté cher, les meubles, bah non, du coup, t'avais déménagé, t'avais déjà meublé, en fait, pour rembobiner un petit peu, le logement que j'ai fait à neuf, vous vous en souvenez, dans la vidéo précédente, c'est ce même logement, en fait, j'ai refait à neuf et j'ai laissé, les 3/4 des choses. Je suis repartie avec ce qui me tenait à cœur, les choses que j'avais quand même payé cher. Et j'ai remis du Ikea bonjour, comme tu l'as dit. Ikea, c'est la vie. C'est la vie, pour les petits détails. C'est pas sponsorisé parce qu'on grave personne, mais il y a bonjour quand même. Voilà, clair. Voilà. Ok, donc location meublée longue durée, donc le cas d'Audrey. Il faut respecter donc la liste qu'on a vue avec le gouvernement. Moi, ma question, c'est comment ça se passe
niveau pratique. Est-ce que t'es passé par du réseautage? Est-ce que, enfin, comment t'as fait pour avoir un locataire? Bonne question. C'est vrai que c'est une bonne question. Alors, je vais un petit peu expliquer. C'est vrai que moi, j'étais un petit peu dans l'urgence. Quand je dis dans l'urgence, c'est parce que ma situation avait changé, comme je l'ai dit dans la précédente vidéo. Donc, j'allais vivre avec mon conjoint et j'avais envie d'avoir un locataire assez vite parce que moi, mon crédit continuait de tourner et j'avais pas envie d'avoir des mensualités et pas de locataire. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis passée par une agence. J'ai contacté l'agence et ça a été assez facile. En fait, elle m'a demandé des documents, on a fait un dossier et après, elle est venue prendre les photos et elle a bien en... Je suppose que l'agence t'a pris des frais. Elle t'a pris combien de frais? Est-ce que ça reste rentable pour toi de mettre ton appartement en location par Alors, l'agence? honnêtement, c'est rentable pour moi. On en a déjà parlé, moi, tout bas, faible mensualité, le loyer, je suis dans une ville qui est quand même assez attractive, qui attire, du coup, à flux tendu. Donc, oui, j'ai pu mettre un loyer qui correspondait à ce que je souhaitais pour remplacer. Ils t'imposent rien en termes de loyer. Ils t'imposent rien. Alors, ils te donnent la fourchette haute. Ok. Et la fourchette moyenne et la fourchette basse, tu choisis. Donc je crois que tu peux aller au-dessus de la fourchette haute. Moi, je suis pas allée, je suis vraiment restée au maximum. D'accord, je comprends. Je suis pas allée au bout. Voilà. Parce que c'est vrai que moi, j'avais choisi de ne pas passer par une agence, comme on l'avait sur une précédente vidéo, pour économiser au niveau des frais. Mais en fait, t'as la partie confort de l'agence où vraiment ils s'occupent de toute la gestion locative. Et la partie où c'est toi qui es dans le jeu et t'es obligé de le faire, quoi. En fait, déjà l'agence te prend des frais quand elle monte le dossier pour la mise en location, etc. Donc je sais plus combien c'était exactement, il me semble que c'était un petit peu moins de 500 €, donc c'est quand même un petit budget. Ouais, quand même. Ouais. Elle prend la même chose à la personne qui au final prendra le bien. D'accord. Après, je paye à peu près 7,5% de frais par mois. Donc c'est quand même un budget, on va pas se mentir. Enfin, quand tu fais le calcul que tu as un loyer à ce montant et que tu enlèves 7,5, franchement, tu le ressens pas parce que tu restes rentable, mais c'est quand même pas rien. Mais après, en termes de confort, moi, je vais pas mentir que j'aime beaucoup cette solution parce que l'agence se charge de tout, donc ils ont ils ont fait les visites. Ah, ils font les visites aussi. Ils font les visites avec la personne qui souhaite, avec les candidats. Oui. Ils font l'état des lieux. Il monte les dossiers, il s'assure que le dossier est bien recevable et que la personne est solvable. Honnêtement, ils font tout. D'accord. J'ai pris également l'assurance loyer impayé, donc logiquement, je suis couverte. C'est important d'apprendre. C'est très important parce que en cas de litige, si le locataire ne paye plus, c'est l'agence qui gère, c'est pas moi qui gère. Et t'as une période de préavis sur ton assurance loyer impayé? C'est sans préavis, c'est sans délai de carence. C'est sans délai de carence. C'est sans délai de carence, donc dès le premier mois, si la locataire ne paye pas, moi, je suis quand même payée. C'est transparent. C'est transparent et mon assurance me couvre également en cas de démarche. Donc, c'est-à-dire que frais d'avocat, frais d'huissier, s'il faut mettre la personne dehors, etc., je suis couverte. En termes de loyer, un peu plus d'1 an est pris en charge. Donc, je pense que le temps de la durée d'une procédure. Donc voilà, pour l'instant, je suis vraiment satisfaite. Pour moi, c'est indispensable avec tout ce qui se passe, les loyers impayés, les squatteurs, pour moi, c'est indispensable de bien se protéger quand on met son appartement en investissement, en location. Bien sûr. Audrey, j'ai une question pour toi. Est-ce que le loyer, il est fixé librement? Est-ce que vous avez des cotes? Et en termes de, je passe de l'autre côté, le locataire, est-ce qu'il paye un prix en plus quand c'est de la location meublée ou pas? Ouais, donc en fait, l'agence, elle te fait une estimation par rapport au fait que c'est un logement meublé. Donc forcément, le loyer sera plus élevé quand c'est un logement meublé parce que le locataire, en fait, arrive et il utilise les biens mobiliers d'une autre personne. Donc en fait, c'est de l'argent qu'il n'a pas lui à dépenser. Donc forcément, on l'intègre dans le montant du loyer. Donc oui, les loyers sont plus élevés. Après, donc c'est avantageux aussi pour toi, alors, dans ce cas-là. C'est avantageux pour moi et c'est avantageux aussi pour lui, je pense. En général, quand on choisit du meublé, c'est que soit on sait qu'on va peut-être pas rester non plus de nombreuses années. C'est exactement ce que... Voilà. Donc je pense que quand on veut redéménager derrière, c'est un avantage parce que y a pas grand-chose à déménager. Parce que surtout quand on déménage, quand on est locataire, arriver et devoir tout meubler, bien sûr, c'est un coût. C'est un coût. Et on dit Ikea, mais ça augmente vite. Bien sûr. Et puis ça peut être un avantage aussi pour le locataire de louer et de juste avoir à poser ses valises, quoi. C'est un avantage pour le locataire. Après, la seule chose, c'est que du coup, vaut mieux faire une décoration entre guillemets assez neutre, choisir des meubles assez neutres, parce que faut quand même que le locataire puisse s'y retrouver et être à son aise dans ce logement. Maintenant, c'est un avantage comme un désavantage, puisque si le loyer est plus élevé, forcément, ça peut moins rentrer dans les coûts d'un locataire, par exemple. Mais moi, j'ai une autre question. Parce que, du coup, je sais qu'il y a la partie caution ou que tu laisses que le locataire est censé laisser au propriétaire. Ta location nue, c'est différent, mais pour la location meublée, ça se passe comment? C'est le même montant?
Alors déjà, donc oui, le montant est de un mois de loyer en fait, D'accord. la caution. Alors moi, mon agence travaille avec une gestion locative, donc c'est la gestion locative qui se charge de tout ce qui est réception des fonds, virement des fonds propriétaires, prise de la caution, etc. Donc j'avais le choix entre de leur laisser la caution et puis à la fin on déduit si besoin et Bien sûr. ensuite la rendre au locataire ou me la verser. Vous vous doutez bien, hein. J'ai pris les sous. Mais La maille. Mais t'as bien fait. Hein, et si demain le locataire s'en va, c'est à moi du coup de lui refaire un virement. Donc il faut que je sache que c'est la trésorerie que je dois garder de côté. Oui. Et après la caution, donc je vais peut-être expliquer un peu ce que c'est parce qu'on l'a pas dit. Oui. En fait, la caution, c'est une garantie que vous laisse le locataire au cas où il dégrade le bien en fait. Bien, ouais. Donc admettons que demain, je sais pas moi, il fait un trou dans le mur. Ouais. Voilà, un exemple. Et le mur, ça va être à moi de le réparer puisque je suis la propriétaire des lieux. Donc forcément, je vais déduire ces frais-là sur sa caution. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que moi, c'est une location meublée. Donc il y a les meubles aussi qui rentrent dans voilà. dans l'enveloppe caution. Donc au final, il te demande pas plus en termes de caution, en termes de budget, mais en termes d'assurance. Par contre, moi, j'ai protégé mes biens. Donc du coup, moi, j'ai pris une assurance propriétaire non occupant. D'accord. Qui me protège. Est obligatoire ou non? Alors en fait, j'ai vu qu'elle était obligatoire. Non, pardon, qu'elle n'était pas obligatoire, par exemple pour les maisons individuelles, mais quand tu es en copropriété, visiblement, c'est obligatoire. Ok. Mais après, le locataire doit également se couvrir. Donc lui, il a son assurance de son côté. Okay. Et si, par exemple, je sais pas moi, demain, il a un dégât des eaux, logiquement, si c'est pas la faute du propriétaire, mais si c'est pas une faute de la copropriété, c'est lui qui va devoir gérer avec son assurance. Par contre, si demain il y a une fissure dans le mur, ça c'est pas de la faute du locataire. Oui. Donc là, c'est l'assurance qui rentrera en compte. Donc t'as l'assurance propriétaire et l'assurance locataire à mettre en place. C'est ça. Je sais pas si le dégât des eaux est un bon exemple, mais c'était pour que les gens comprennent parce que voilà. Et du coup, j'ai couvert également mes meubles. Donc on peut les couvrir dans cette assurance jusqu'à un certain montant. Donc moi, à peu près, j'ai estimé combien valaient mes meubles que j'ai laissés, parce que j'ai quand même laissé pas mal de choses. Et du coup, j'ai pris l'assurance en conséquence. Ok, top. Ouais. C'est quoi les obligations en tant que propriétaire vis-à-vis de son locataire? Je suppose que quand il y a un robinet qui pète ou une fuite au niveau des toilettes, c'est ça. En gros, ça va passer par la gestion locative. Donc, elle va faire sa réclamation auprès de l'interlocuteur, qui vont revenir vers moi en me disant, voilà, madame. Et toi, tu vas faire la régu. C'est ça. Enfin, où tu dépêcheras une personne. C'est ça. Et de la même façon, je sais pas, moi, par exemple, demain, le frigo tombe en panne. Le frigo, c'est mon frigo. Ouais. Donc, j'imagine que ce sera à moi de le remplacer. De la même façon que j'ai déjà été locataire. Et je prends cet exemple parce que j'avais eu un problème de frigo. Ouais, d'accord. Et c'est mon propriétaire de l'époque qui avait, même pour les plaques, par exemple. Les plaques de cuisson. Il avait eu à changer mes plaques. Et c'était pas moi qui avais déboursé cet argent. Donc, pour ma locataire actuelle, j'imagine que c'est la même procédure, quoi. Ok, top. C'est très clair sur la location meublée. Ouais. J'ai une autre question aussi, parce qu'il me semble que sur la location meublée, le bail est différent. C'est un an. C'est ça. Sur la location nue, on part sur des bails de 3 ans. Ok. Minimum. Ouais. Et du coup, c'est vrai que le locataire, donc lui, peut quand même partir à tout moment, soit avant, après les 3 ans. Il n'y a pas de préavis. Il y a un préavis. Il y a toujours un préavis. Alors, sur un bail de 3 ans, je sais pas de combien de temps il est, de 2 mois. Ouais. Mais sur la location meublée. Et donc, il y a un préavis de 1 an. Il y a un bail de 1 an par contre. Waouh, il y a un bail de 1 an. Et un préavis de 1 mois. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'au bout de 1 an, et même avant, en soi, le locataire peut décider de s'en aller. Par contre, si moi, je veux récupérer mon bien, alors de 1, il faut que j'ai un cas important. On mettra les cas peut-être dans la vidéo. Parce que pour les propriétaires, il me semble que c'est différent. C'est différent. En fait, bail d'1 an pour le locataire, il peut au bout de, dire j'y vais. Mais il me semble que pour le propriétaire, c'est différent. Le propriétaire, c'est différent. C'est-à-dire que déjà, le préavis de 3 mois. Donc, 3 mois avant, il faut prévenir le locataire qu'on veut récupérer le bien. Et il faut qu'il y ait un cas qui est justifié. Incroyable, tu es propriétaire, mais tu n'as pas la main mise pour récupérer le bien. Non, je pensais, mais pas du tout. Ouais, c'est réglementé. En fait, il faut que ce soit pour loger, par exemple, tes ascendants, tes descendants ou ton mari, par exemple, ou ta femme. Oui. Il faut que ce soit sinon, par exemple, pour le vendre, tu veux vendre ton logement et tu veux le vendre nu. Pas qu'il y a un locataire dedans. Donc là, tu peux demander à ton locataire de partir. Et sinon, il faut que ce soit, pareil, un cas important. D'accord. On vous mettra les détails de toute façon. Donc, congé pour vendre, si le propriétaire souhaite vendre son logement libre. Congé pour reprise, pour y habiter ou loger un membre de sa famille. Ou congé pour motif légitime et sérieux. Mais effectivement, tu fais bien de le dire, parce que tu peux pas, du coup... pour revivre dedans aussi. Virer ton locataire comme ça. Mais si demain, je dis non, mais j'ai juste envie de récupérer mon bien, je veux pas y vivre, je veux pas loger quelqu'un, et j'ai pas envie de le vendre.
Bah non, en fait. Je viens de poser la question parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui ont essayé de se débarrasser de leurs locataires par rapport au JO. Et ça se passe pas comme c'est ça, pas les gars. comme ça. En plus, je crois qu'il y a une vidéo qui est sortie de... Sally. Sally. Ouais, c'est Sally Sally. a fait une vidéo qui en parle. Et je trouve que quand même les gens sont culottés. Enfin, Mais ils sont trop culottés. C'est un locataire qui ne paye ton loyer depuis 6 ans. Ouais. Et là, parce qu'il y a les JO, tu peux le mettre à 150 € la nuit. Mais tu veux gérer ton locataire comme ça, c'est abusé. Je trouve que les gens, ils abusent. Non, mais c'est toujours. Non, mais, Et voilà, donc, c'était très clair sur la location meublée. Je trouve qu'on a fait le tour un peu sur tout. Ouais. Je trouve que ça nous fait une belle transition aussi sur les JO, parce qu'il y a des gens ici qui ont un bien opté pour une autre stratégie. C'est ça, Il y a des gens ici, ils grattent des sous. On va en parler un petit peu. Allez. Okay, thank you, Audrey. Now it's your turn, Véronique. Et du coup, je pense qu'on va passer à la partie. On va passer à la partie 2. Donc, tu vas nous parler un peu de la location courte durée. Notamment, toi, t'es passé par la plateforme Airbnb. Oui. Je finis de manger mon bonbon. Et je suis l'apéro. L'apéro, bois, mange. Fais-toi plaisir, ma belle. Allez, on reprend. Elle a fini de manger son bonbon. C'est parti. Elle a beau à manger. C'est pas quoi à manger, quoi. Oui. Oui, j'ai mis mon location. J'ai mis mon location. Mon location, ouais, c'est bien en location. J'ai opté pour une autre stratégie. Audrey a fait du meublé. Moi, j'ai fait de la location courte durée. Je dirais même de la location touristique. Et je suis passée par la plateforme Airbnb. Ok. Qu'on connaît tous. Qu'on connaît tous. On a tous déjà utilisé pour aller en vacances ou autre. Bien sûr. Donc, pourquoi j'ai fait de la location Airbnb? Franchement, m'a poussé l'idée. Moi, c'est mon frère qui en faisait déjà depuis 2 ou 3 ans. Et c'est facile à mettre en place, le Airbnb? Ouais, je vais y venir justement. Donc, mon frère est passé par la plateforme et ça fonctionnait hyper bien malgré qu'il soit dans un coin du 93 où moi, je me suis dit, oula, jamais. Ouais. Et franchement, il était toujours... tu pensais que ça passerait pas? Pourquoi? Parce que c'était quoi? Je me suis dit... Campagne. Elle s'est dit, oula! Non, je me suis dit, c'était 93, les transports, bon, c'était du RERE. Bon, après, moi, je connais 93, mais en soi, les touristes, oui. Ils s'en foutent. Après, c'est vrai que nous, on a dans la tête, quand on prend un Airbnb, exactement, c'est vacances, c'est tout. Mais les touristes, en fait, ils disent, bon, il y a les transports à côté, je suis en 20 minutes sur Paris, je sais pas où. Ouais, de la même façon que si demain on part à Londres, on n'est pas forcément obligé d'être bien sûr. Mais c'est plus, tu vois, il y a certaines villes du 93 qui sont moins bien desservies, tu vois. Et donc, je me suis dit, mais bon, ok. Et lui, il faisait tout le temps le plan. Je me suis dit, mais trop bien. Il m'a dit, mais vas-y, mettons bien un Airbnb avant de tester la location classique, teste la location touristique et tout. Après, bien évidemment, vous êtes censé tout faire dans l'ordre. Donc, vous devez déclarer votre bien à la mairie. Si c'est une résidence principale et que vous louez juste une chambre, rien ne sert de faire la déclaration. Par contre, si vous louez votre logement entier, vous êtes obligé de faire la déclaration. Généralement, vous avez jusqu'à 120 jours, vous avez droit jusqu'à 120 jours de location meublée dans l'année. D'accord? Donc, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait la déclaration, auprès de la mairie. Et donc, c'est un quota à respecter quand même de nuit par an. C'est un quota à respecter de nuit. Parce que je suppose qu'il y a des nuisances auprès du voisinage, auprès de la ville. Enfin, en plus, on est en Île-de-France. Donc, déjà, le marché locatif, il est saturé. Il est saturé. Donc, je peux comprendre que, tu sais, il y a la réglementation qui est faite aussi pour faciliter du coup, le logement aux personnes qui en ont besoin. Donc, effectivement, en fonction des villes, t'as des quotas. Enfin, t'as des règles à respecter. Et du coup, nous, on a la règle des 120 jours. Ensuite, une fois que j'ai mis mon bien en location, j'ai vérifié si j'avais tout le nécessaire pour accueillir les voyageurs, la literie. Est-ce que c'est un peu comme ce que disait Audrey par rapport à la liste qu'on retrouve chez le gouvernement, ou est-ce qu'il y a du plus quand il y a du plus parce que Audrey, c'est du meuble, c'est de l'électroménager. C'est des produits de base. C'est des produits de base, alors que Airbnb, c'est les meubles, la literie, tous les produits du quotidien au niveau de la vaisselle, les produits de soins pour le corps, enfin pour la les gels douche, les serviettes, les vaisselles, t'as aussi ouais, exactement. T'as aussi les frais EDF qui continuent, t'as ta box. Ah oui, il faut y penser. Ouais, t'as ta box, t'as ta télé, après forcément faut que tu te différencies des autres biens, donc t'apportes un plus. Bien sûr. D'ailleurs, j'ai une question parce que là je rebondis et ça va reparler à Audrey aussi. Donc dans ton cas, Véronique, tu parlais de EDF, etc. Est-ce que toi, tu le payes toujours pour tes locataires ou ils ont leur propre contrat? Non, moi, c'est différent. Étant donné que je suis vraiment plus occupante et que c'est une résidence locative à 100%, le propriétaire a son propre contrat, le locataire va dans son propre contrat EDF, il a sa propre box.
Moi, je suis plus du tout. Ouais, Voilà, oui. C'est totalement différent. Moi, c'est vraiment du tourisme. À partir du moment où tu fais du tourisme, c'est où tu donnes, du coup, la liste exhaustive de ce que tu proposes. Ou alors, voilà, moi, j'ai préféré proposer la totale Bah parce oui. que, voilà, on est dans une Parce zone que qui est j'imagine très touristique. que bon, EDF c'est obligatoire, mais j'imagine que la boxe ça ne l'est pas, mais ça fait pas rêver Ça d'arriver fait dans pas un logement rêver, sans t'as wifi, rien, oui, sans sans wifi ni télé. rien. Sachant que moi, je suis dans une ville où j'ai Disney pas loin, j'ai Paris pas loin. En tant que, j'ai pas mal de touristes, mais de l'Europe, enfin, de la France entière qui arrivent et qui débarquent. Et c'est toujours mieux d'avoir une connexion wifi C'est pour très important. échanger, enfin, d'avoir tout le confort directement à portée de main. Enfin, Donc, c'est des frais en plus à prévoir. Donc, si on veut c'est se des mettre frais en plus à prévoir. Donc oui, t'as l'ameublement, t'as l'électroménager, t'as les frais, du coup, de la vie courante qui continuent à passer. T'as quand même tous ces frais qui sont à prévoir. Mais malgré ça, j'imagine que tu t'y retrouves. Oui, malgré ça, je m'y retrouve parce que tu fais de la location journalière au final. Ouais. Tu mets un tarif par jour et ça part ou ça part pas. Mais comme je le disais, j'habite dans une ville où j'ai les deux à côté et franchement, ça fait 2 mois que j'ai mis mon bien en Airbnb et sur les 2 derniers mois, j'ai presque fait full pour mes mois, quoi. D'accord. Tout a été booké. Et si tu dois nous donner une idée en termes de rentabilité? En termes de rentabilité, c'est 3 fois ma mensualité. Ah ouais, donc Très super intéressant. Franchement, au début, je me suis dit, bon, je me suis donné un chiffre à atteindre, mais je m'attendais pas à autant. Et là, les 3 fois, donc on est d'accord que c'est hors JO. C'est hors JO. T'as pu augmenter le prix de ta nuit pendant les JO? Oui, alors, oui, c'est hors JO. Je l'ai fait. Alors, moi, le Airbnb, j'avais déjà pensé même avant les JO. Je me suis pas dit, ah, c'est les JO, je vais le faire. Parce que je voulais déjà le faire. Après, effectivement, les JO, c'est une opportunité en plus. Et comme tu le dis, effectivement, j'ai augmenté ma tarification pour les JO, mais je l'ai augmenté de manière générale pour juillet, août. Parce que forcément, Paris, C'est la période estivale. c'est la période estivale, t'as plus de touristes ou autre. Je l'ai augmenté. Je l'ai pas augmenté excessivement comme on peut voir à 500, 600 euros la nuit, où franchement, je trouve ça abusé. Vraiment, je trouve ça abusé. Je trouve que ça gâche tout le plaisir de participer aux JO. Après, oui, je l'ai augmenté, mais parce que c'est période estivale, parce qu'effectivement, il y a JO, et parce que je suis en Hesse et que j'ai besoin d'argent. Mais du coup, ça se passe comment pour la mise en place? Pour la mise en place, ah oui, tu fais bien de le dire, Sandrine m'avait posé aussi la question tout à l'heure. Donc, moi, j'ai fait tout mon ameublement, j'ai tout géré. Et en fait, sur le site Airbnb, il t'accompagne du début jusqu'à la fin. C'est clé en main. Ouais, c'est clé en main et c'est hyper intuitif. Donc, tu déclares les petites... tu déclares ton bien sur Airbnb. Il te demande de prendre en photo ton bien. Du coup, tu prends les différentes pièces en photo. Tu mets en valeur ce que tu as envie de mettre en valeur. La vue, la terrasse, le balcon. Tu mets en avant l'accessibilité ou non du logement. Et ensuite, tu fais une petite description sur ton logement. Tu le mets en ligne et franchement, c'est mis en ligne presque instantanément. Et après, du coup, il n'y a plus qu'à. Et honnêtement, encore une fois, les réservations sont tombées toutes seules, comme ça. Après, il y a un vrai travail à faire sur le Airbnb. C'est que tu dois prendre des belles photos, forcément, pour que ton logement soit attirant. Tu dois bien calibrer ta tarification pour être concurrentiel et attractif. Parce que j'imagine qu'il y a beaucoup de demandes aussi Parce qu'il y a beaucoup de demandes autour. Et en soi, tu vas pas proposer ton appartement à 150 € la nuit quand tu as quatre voyageurs qui peuvent venir, qu'il n'y a pas tout le matériel. Enfin voilà, faut avoir un certain standing. Et par rapport à ton standing, tu mets ta tarification. Et après, une fois que ça c'est fait, du coup, tu accueilles tes premiers voyageurs. Et après, c'est pas mal de travail. Moi, je vous avoue que si j'avais pas eu une personne pour m'aider, j'avais pu le faire parce que moi, je travaille du mardi au samedi et je peux pas me permettre d'un jeudi de dire je dois récupérer mon voyageur, je vais l'écrire, je reviens. Parce que c'est vrai que moi aussi, je sais pas si tu te souviens, mais j'avais pensé à faire du Airbnb. Oui, je m'avais dit. J'y avais pensé, j'avais hésité, mais au final, je l'ai pas fait parce que voilà, je trouvais que finalement la location longue durée me correspondait. Au-delà de ça, pour la gestion, c'est compliqué. Tout comme toi, moi, les personnes qui m'entourent travaillent tous, soit du lundi au vendredi, soit du mardi au samedi, donc ça aurait été impossible en termes de gestion. Ça aurait été très compliqué. Après, je sais qu'il y a les services de conciergerie. C'est ce que j'allais dire. Voilà. Il y a les services de conciergerie qui existent. Généralement, elles te prennent 20% pour chaque réservation, elles te prennent 20%, mais elles s'occupent de tout. Du ménage, de recevoir les voyageurs et donc, du coup, de la remise des clés. Après, moi, j'ai pas fait cette stratégie-là parce que j'avais justement mon frère qui était là pour m'aider, pour faire, l'installation, l'accueil des voyageurs. Mais c'est vrai que c'est un coût à prendre. C'est beaucoup de boulot. C'est beaucoup de boulot. T'es obligé de courir partout. Donc, pour l'instant, j'ai pas fait appel à un service de conciergerie parce que, pour moi, ça reste à titre d'expérimentation. À voir si demain je change de stratégie. Ouais, c'est gérable encore. Là, pour l'instant, c'est gérable et je me repose beaucoup sur mon frère qui me... Et en moyenne, les voyageurs restent combien de nuits?
Ça dépend énormément. J'ai pas mal de nuits, 2 à 3 nuits, parce que c'est Disneyland. Ouais, bah, C'est bon, je vais faire une escapade sur Paris. Après, j'ai des personnes donc, qui viennent de l'étranger, où là, ils restent 4-5 jours parce qu'ils veulent vraiment profiter à fond de Paris, mais c'est pas non plus des gros voyages. Ouais, c'est vrai, c'est Donc, ouais. C'est pas des gros voyages, mais encore une fois, d'un point de vue rentabilité, tu t'y retrouves vite. D'accord. Donc là, du coup, si on doit faire un petit point sur les avantages et les inconvénients, qu'est-ce que tu pourrais nous en dire? Les avantages, la rentabilité. Bah ouais. Franchement, les amis. Transformation mensualité. Ouais. Ah, C'est pas tous les mois. Bien sûr. Mais, je dirais qu'en général, c'est 2 fois ta mensualité. Enfin, Ok. encore une fois, En on tout cas, parle pour ma part, bien Ouais. sûr. Après, faut prendre en compte les autres charges, ça fait partie des inconvénients, mais effectivement, donc il y a la rentabilité. Il y a le fait de disposer de son logement quand tu le souhaites, parce qu'en soi, du jour au lendemain, tu peux dire bon, j'arrête le Airbnb et je reprends Moi qui n'ai pas vu mon logement depuis un an et qui le Exactement. verra peut-être pas avant. un bon bout de temps, sauf si changement de situation. Mais moi, je peux le récupérer à tout moment parce que j'ai pas de service contractuel ou autre. Troisième avantage, je peux, en fait, vu qu'il reste 1 à 2 nuits, les dégradations, je les vois vite, tu vois, donc je peux vite avoir la main mise dessus et faire le nécessaire. Encore une fois, ouais. Ouais. Et après, je dirais qu'en inconvénient, tu as la charge de travail, tu dois courir pour, du coup, mettre ton logement, pour préparer le logement pour les prochains voyageurs. Tu dois faire le ménage après les voyageurs. Et je vous assure que certains voyageurs, Ne sont pas bien. vraiment, ils abusent. Est-ce que t'as des story time? Est-ce que j'ai des story time? Un peu les story time. C'est dégueulasse. Donne-nous un exemple. Oh non, c'est dégueulasse. Franchement, non. Une story time. Les gens n'étant pas derrière elle. Les gens n'étant pas derrière eux. Dans le Et, cadre. ouais. Et c'était une petite famille de 4 personnes, les parents, les 2 enfants. Ça s'est super bien passé, on s'est très bien entendu et tout. Je récupère l'appartement, je regarde le sol, mais dégueulasse, des paillettes, je sais pas, je crois que la petite elle avait Disney, je pense. Disney, mais des paillettes de partout, des miettes de partout, les plaies sans dessus-dessous ou autre. Je rentre dans la salle de bain, petit cadeau dans les toilettes. Oh, ça me dégoûte. Je fais pas le dessin. C'était dégueulasse. Franchement, j'ai frôlé le malaise. Je me suis dit, mais qui fait non, ça? mais eux, Les gens le sont font. sales. Ah, les gens sont sales. Et pareil, des traces sur les draps et tout. Franchement. Non. Après, faut avoir une force mentale. Je me suis dit quoi, Véronique, mets tes gants, Pense à l'argent. masque, pense à l'argent. Et voilà. Et c'était parti, mais ouais. Après, généralement, ça se passe super bien. Ouais. Ils nettoient derrière eux. Tu rencontres des personnes franchement top t'as l'impression que personne n'est venu dans ton logement, mais il y a aussi eux. D'accord. Eux sont chiants. Eux. Voilà. Et quand c'est comme ça, parce qu'il y a un service de notation sur Airbnb. Il y a un service de notation. Le stipuler, du coup, que ouais, je peux le stipuler. En fait, eux peuvent me noter en disant, c'était conforme, c'était propre, c'était ci, c'était ça. Et moi, je peux les noter. Je trouve que c'est bien sur Airbnb, c'est que t'as le système de double notation. C'est pas que d'un côté, parce que franchement, il y a des voyageurs qui se comportent hyper mal. Bah tu ouais. vois, enfin. C'est vrai que souvent, on note tout le temps l'autre et on n'a pas de retour. On note pas le client. Est-ce que t'as déjà eu, par exemple, je sais pas moi, des voyageurs de mauvaise foi, par exemple, t'estimes que la note n'était pas cohérente avec j'ai déjà eu des voyageurs de mauvaise foi. Par exemple, j'ai un voyageur qui m'a fait un commentaire, mais elle m'a limite insultée parce qu'il y avait pas assez de linge, de serviettes, alors que les serviettes étaient dans le placard. Si elle avait poussé le placard, il y avait d'autres serviettes. En fait, mais donc du coup, elle m'a fait un paragraphe. Oui, c'était rangé. Un paragraphe Elle m'a fait argumentaire. un paragraphe argumentaire en disant c'est inadmissible. Vous dites 4 voyageurs, mais il y a 2 serviettes dans la salle de bain. C'est n'importe quoi. Et en plus, mes enfants ont dû dormir sur le canapé. Bah oui, j'ai dit qu'il y avait un lit et un canapé. J'ai pas ça en plus sur Airbnb. Mais c'est souvent ça. Et surtout que moi, j'ai acheté un surmatelas pour qu'il soit à l'aise sur le canapé. Il y a tout le linge nécessaire. Et à la fin, elle me demande un remboursement. Donc, j'ai bien compris qu'en gros, elle voulait de l'argent. Voyager à l'œil, quoi. C'est ça. Après, moi, je trouve que tu peux critiquer parce que la critique peut être constructive. Bien sûr. Et ça te pousse à t'améliorer. Bah oui, voilà, bon, c'est dommage que ci ou ça. Et toi, tu dis, bon, c'est vrai que je devrais améliorer ça. Puis ça, j'ai pas de souci parce que je trouve qu'il faut toujours se remettre en question pour toujours s'améliorer. Mais franchement, faut rester honnête, tu vois, faut vraiment rester honnête. Voilà. Ok. Moi, j'ai une question parce que là, on a parlé de l'aspect critique, mais pour être bien noté, est-ce qu'il y a des tips aussi? Ouais, bonne question. Pour être bien noté, oui, il y a des tips. Moi, franchement, au bout d'un mois, j'ai été topée super haute. Super haute, voilà. Wow. Super haute. Waouh. Ouais, wow. Parce que pour être notée super haute, tu dois répondre à tous les messages, être réactive. Donc moi, je réponds à tous les messages, j'étais réactive. Tu dois porter des conseils à tes voyageurs, ce que je fais. Tu dois avoir un logement propre, accueillant ou autre.
Et du coup, tu dois avoir 5 voyages de plus de 3 nuits, si je ne dis pas de D'accord. bêtises. Et du coup, j'ai réuni tous ces critères-là et j'ai été best hôte. Mais si je peux vous donner des conseils, faites en sorte que le logement soit propre. C'est très important c'est la une base, propreté. là. C'est une base. Et généralement, quand tu choisis ton Airbnb, enfin, tu sais, tu restes quelques jours, c'est bien quand c'est propre. Bah, bien sûr. Sans ça te dégoûte. Et du coup, parce que tu dis c'est bien quand c'est propre, mais en même temps que le locataire paye les frais de ménage aussi. Le locataire paye des frais de ménage, et tu as raison de le souligner, parce qu'en fait, quand vous faites une réservation sur Airbnb, vous avez les frais de service et vous avez les frais de ménage qui s'ajoutent donc du coup Bah ouais. au coût de location par jour de votre bien. Sauf que ces frais de ménage et ces frais de service ne sont pas reversés dans la poche de l'autre. En tout cas, ouais. Je vais vous donner un exemple. Moi, rien à voir. Hypothétiquement, je loue mon appartement 100 €. Je vais percevoir 97 €. Par contre, le client, lui, va payer 120 € parce qu'il aura les frais de service et les frais de ménage. D'accord? Donc, ça ne vient pas directement dans ma poche, mais effectivement, il y a un budget frais de ménage. Alors, moi, Donc, ça en fait fait- que 2 mois que j'ai mis mon bien en Airbnb. Je vous le dirai, je me renseignerai sur ça. Mais moi, je perçois moins que ce que En fait, Airbnb prend des frais sur ce qu'il te verse et Totalement. prend des frais au locataire sur Totalement. sur Totalement. D'accord. Et les frais de ménage, moi, en soi, je ne les perçois pas. Ok. Donc Ouais. tu dois faire le ménage, mais c'est pas toi qui payes. Ouais, c'est ça. Personne. C'est un peu, ménage. Ok, d'accord. Bah franchement, c'était très clair. Enfin, moi, j'en ai appris beaucoup sur le Airbnb parce que c'est pas quelque chose que j'ai pratiqué Ouais. et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais. Ouais, c'est intéressant, c'est une stratégie différente de, par exemple, de la location en meublé classique. En fait, c'est plus de travail, certes. Après, on s'y retrouve du côté financier. Du côté financier, franchement, c'est pas des mythos. Hein. Après, les impôts C'est vont se trouver aussi. Les impôts vont me trouver l'année prochaine. Parce que du coup, ça m'amène à une autre question parce que moi, j'ai répondu au fait que j'avais l'avantage fiscal, que j'avais aussi un abattement. Sur Airbnb, il y a des avantages pareils ou pas du tout? T'as un abattement sur Airbnb D'accord. qui ne se passe sur la totalité de tes revenus. T'as un abattement. Après, forcément, enfin, tu gagnes beaucoup plus en location meublée. Donc, à mon avis, je me suis pas encore renseignée sur ça parce que j'ai pas envie de vous dire des bêtises. Je préfère me renseigner mais pareil, il faut bien faire ses calculs en sachant que l'année prochaine, voilà, tu auras sûrement un rattrapage. Exactement. Donc, c'est-à-dire que là, tous les revenus que je perçois, croyez-moi qu'il y a un budget impôt qui est précieusement gardé. Donc, ne flambez pas. Ne flambez surtout pas. Ok, super. Merci beaucoup, Véro, pour ces informations. Mais je vous en prie. Et puis, je pense qu'on peut leur dire à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas si vous avez des questions. Et n'hésitez pas à liker, partager, commenter et nous donner des idées pour les prochains sujets. Bye bye!